Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va expliquer un petit peu le processus de diagnostic qui a permis de ressusciter ce MacBook Pro A1708, donc MacBook Pro 2016 sans Touch Bar. Donc déjà un petit peu l'historique de l'appareil, parce que c'est important dans le processus de diagnostic, c'est que bon, ça m'a été confié par des réparateurs locaux ici, une boutique avec laquelle je travaille. Et il leur est arrivé pour un problème de no power, c'est-à-dire l'ordinateur à un moment, un jour s'est éteint et puis il s'est plus jamais rallumé. Donc ils l'ont emmené, il a d'abord été emmené chez un autre réparateur avant qui leur a dit qu'il faut racheter une nouvelle machine. Puis le client l'a emmené chez mes collègues qui ont essayé de le diagnostiquer puis qui finalement se sont décidés à me le confier. C'est tout ce qu'on sait. Il s'est éteint un jour et puis il s'est plus jamais rallumé. Voilà. Donc moi, lorsque je l'ai eu entre les mains, la première chose que j'ai faite, ça a été de déconnecter tous les flex, hein, puisque c'est la première chose à faire, tout déconnecter, et puis le brancher sur l'alimentation et voir quel courant il tire. Donc ce que j'ai pu remarquer, c'est que le courant tiré était tout à fait normal, et je pouvais voir que la machine s'allumait. Donc là, comme aucun flex n'était branché, je n'ai pas le bip, le bong là, quand le Mac démarre, qui fait boum, tout ça. Je ne pouvais pas en être sûr, et comme je n'avais pas d'affichage, je ne pouvais pas voir non plus ce qui se passait à l'affichage. Donc j'ai commencé par déconnecter, brancher l'affichage, remettre l'alimentation, et puis j'ai pu voir qu'il s'allume. Puis j'ai tout rebranché, et puis il ne s'allumait pas, après avoir branché l'alimentation. Donc, je me suis dit, bon, on a problème de périphérique extérieur. On va les débrancher tous un par un, et puis on va voir si ça démarre. Et la première chose que j'ai faite, c'est de débrancher la batterie. Et une fois la batterie débranchée, je remets l'alimentation et l'ordinateur démarre. Donc, conclusion logique, c'est un problème de batterie. Donc j'ai pris l'appareil, je l'ai ramené chez mes collègues, je leur ai montré, tiens, on débranche la batterie, il s'allume sur l'alimentation, on rebranche la batterie, il s'éteint. Il s'allume plus. Très bien, donc les collègues commandent une nouvelle batterie et installent une nouvelle batterie. Alors, sur ces appareils-là, il faut savoir que ça n'est pas extrêmement simple de juste tester une autre batterie. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va le fermer. Hop là. La batterie, ça c'est la nouvelle. L'ancienne a été retirée. La batterie originale est collée dans le châssis et il y a une espèce de carte ici qui contient le BMS qui s'intercale aussi dans le châssis et qui est ensuite connectée à la carte mère. Donc ça, ici, il y a un petit bout de la carte mère qui vient connecter à la batterie qu'on visse avec cette vis-là. Alors ça n'alimente pas la batterie, ça n'alimente pas l'appareil. On a bien 5 volts et la masse qui arrive ici, mais il y a aussi un flex supplémentaire ici qui se branche à l'appareil, ici, et une fois que ce flex est branché, la carte mère est alimentée. Alors qu'est-ce que fait ce flex? Ce flex, en fait, il permet à la batterie de communiquer avec la carte mère, ou plutôt pas la batterie elle-même, au BMS de communiquer avec la carte mère. Si on regarde sur le schéma, on va passer, on va passer sur le schéma. On, tic, tic, tic. Voilà, si on passe sur le schéma, il y a une page ici qui s'appelle DC-in and Battery Connector, page 52. Voilà, ça c'est
le connecteur de batterie. Et ça ici, c'est le petit flex en plus. Donc ça, c'est la partie qui se visse sur la carte mère, qui contient juste les 5 volts. J'ai dit 5 volts tout à l'heure, mais en fait c'est 12 volts. Et la masse. Et ici, c'est le flex que je vous ai montré. Qu'est-ce que fait ce flex? Il a 3 lignes. 2 lignes, enfin il est plus 4 lignes, la masse. 2 lignes de communication avec le SMC. Et une ligne qui s'appelle sysdetect L. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette ligne sysdetect L? Eh bien, il y a une résistance de 10 kΩ qui part ensuite à la masse. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que le BMS, il envoie une tension, il applique une tension assez faible ici sur sysdetect L, et il vérifie bien qu'il y a une résistance de 10 kΩ à l'autre bout. Il applique juste la loi d'Ohm, il voit si du courant passe, en fonction du courant qui lui revient, il en déduit qu'il y a bien une résistance de 10 kΩ. Si elle est présente, le BMS en déduit qu'il est connecté à une carte mère pour ce MacBook et il décide d'ouvrir ici les 12 volts et de permettre à la batterie d'alimenter la carte mère. Et ensuite, il communique avec le SMC à travers ces deux lignes-là. Et donc, c'est, en tout cas en apparence, sur ce cas-là, c'était le fait de brancher ce flex qui faisait que le Mac ne démarrait pas. Voilà, donc ça c'était notre premier indice. Et donc comme j'ai dit, quand les collègues ont mis une nouvelle batterie, le Mac ne démarrait toujours pas sur batterie. Du coup, ils me l'ont redonné pour future inspection. Et donc là, il a fallu que je commence un vrai diagnostic de ce qui se passe au niveau de la carte mère et d'essayer de faire une différence entre le comportement sans batterie et le comportement avec batterie. Et ce que j'ai fait, j'ai remonté donc tout le... ou plutôt j'ai redescendu toute la hiérarchie des alimentations de la carte pour savoir à quel moment est-ce qu'elle plante, est-ce que le démarrage ne se fait pas. Et donc, je suis arrivé, alors c'était assez rapide sur celle-là, je suis arrivé au fait que les 20 volts étaient bien négociés, il n'y avait pas de problème, il y avait même la batterie qui chargeait, vous pouvez le voir au courant qui était tiré, mais je n'allais pas plus loin que PP3V3S5. Alors ça, les alimentations, vous pouvez les voir, il me semble que c'est page 69. Voilà, donc vous avez ici toutes les alimentations de la carte mère, mais elles ne sont pas dans l'ordre. Et sur celle-là, dans l'ordre dans lequel elle s'allume, c'est d'abord PP-Bus, et puis ensuite PP3V3S5, qui se trouve... elle est là. Voilà, elle apparaît en dernier, alors qu'en fait c'est la deuxième qui s'allume. Du coup, il faut essayer de trouver pourquoi elle n'apparaît pas. Alors, d'où elle vient, PP3V3S5, elle est créée, donc ça il faut chercher sur la carte, il faut chercher dans le schéma, faire le tour, chercher cette chaîne de caractères PP3V3S5 jusqu'à trouver la puce qu'il crée. Alors si on cherche, il va se trouver que c'est la puce U7650. Voilà. Alors ça peut paraître un petit peu, un petit peu compliqué, mais cette puce, si on étudie un petit peu son comportement, on s'aperçoit que c'est une puce qui crée en fait deux alimentations, en fait trois alimentations, une qui est PP5VS5 LDO, PP3V3S5 et PP5VS4. Et dans l'ordre dans lequel les alimentations interviennent, PP5VS4 ça vient beaucoup plus tard, donc toute cette partie-là on peut l'ignorer. Ensuite, toute la partie à droite ici qui a l'air très très compliquée, en fait ça se passe automatiquement. Il n'y a pas vraiment besoin de comprendre ce qui se passe, c'est la puce qui gère automatiquement toute cette partie du circuit-là. Tout ce qu'il lui faut, elle, pour s'allumer, c'est d'être alimentée
donc par PPBus qu'on a, et de recevoir le signal d'allumage qui est ici PP3V3S5 Enable. Et en cherchant pourquoi cette puce ne faisait pas son travail, bah, j'ai remarqué que tout simplement l'alimentation était présente, mais en revanche l'enable n'était pas là. Donc il fallait aller chercher d'où il vient. Et lui, si j'ai bonne mémoire, il vient de la page 60 du PMU. Alors, PP3B3S5 Enable, il est où déjà? On va le chercher. Alors, je vais du 7650. Comment il s'appelle? Ah, P3V3S5 Enable. Donc, P3V3S5 Enable, c'est en fait PM Enable P3V3S5. Donc, c'est lui que je devais chercher. Et P3V3S5, il est émis par le PMU U7850, donc PM Enable P3V3S5, et il sort par cette sortie PGD, et PGD lui-même, il est créé à partir du moment où il y a l'Enable D qui arrive, et l'Enable D, c'est SMC PM G2 Enable. Alors ce signal, SMC PM G2 Enable, c'est un truc qui n'est pas documenté et c'est un petit peu un mystère de d'où ce qui le crée. Alors on sait ce qu'il crée, c'est le SMC, mais on ne sait pas quelle est la condition exacte pour qu'il soit créé. On la connaît lorsque l'ordinateur est alimenté seulement par l'USB-C. Si l'ordinateur est alimenté seulement par l'USB-C, on sait que ce signal est créé lorsque le SMC reçoit le signal SMC BC AC OK, qui est juste le signal créé par la puce de charge lorsqu'elle est capable de créer PPBus et qu'elle reçoit 20 volts par le chargeur. Donc, à partir du moment où on a les 20 volts, ce truc-là est SMC BC AC OK est envoyé au SMC et le SMC répond en envoyant la ligne d'avant là qui est SMC PM Enable G2. Voilà. SMC G2 PM Enable. En revanche, quand l'ordinateur est seulement alimenté par batterie, c'est un mystère de ce qui crée ce signal. Et moi, je suis allé mesurer et effectivement, il n'était pas présent. Donc la raison pour laquelle l'ordinateur ne s'allumait pas, c'est parce que je n'avais pas SMC PM G2 Enable qui lui-même allait allumer la puce qui crée PP3V3S5. Donc à ce stade-là, j'étais un petit peu coincé parce que je ne sais pas qu'est-ce qui déclenche cette alimentation, ce signal lorsque la carte est alimentée par batterie seule. Donc j'ai continué à faire mes petits tests. Alors un test que j'ai fait, c'était de dire, bon bah très bien, l'appareil peut s'allumer lorsqu'il est seulement alimenté par l'USB-C. Donc ce que je vais faire, c'est brancher l'USB-C avec batterie débranchée, le laisser s'allumer, et ensuite brancher le flex de détection de la batterie. Et alors là, miracle, la machine est restée allumée. Je pouvais même l'éteindre. Et une fois qu'elle était éteinte, je pouvais la rallumer. Que j'appuie sur le bouton, et puis le truc se rallume. Donc c'est vraiment un comportement très bizarre. Et je m'apprêtais donc
renvoyer la machine en disant, bon bah c'est simple, on va juste la laisser s'allumer avec le chargeur, on va brancher la batterie, on va refermer la machine, et puis tant que le client ne débranche pas la batterie, ça va continuer à fonctionner. Donc c'était une solution un peu bancale, mais a priori le client il n'a pas besoin de rouvrir la machine, donc ça devrait le faire. J'ai quand même continué à tester, et malheureusement, la solution ne fonctionnait pas. Pour quelle raison? C'était que je me suis aperçu qu'à partir du moment où on fermait l'écran et que l'ordinateur se mettait en veille, avec la batterie branchée, il ne ressortait plus de veille. Ok. Donc, la prochaine étape, ça a été de voir si le comportement était le même avec batterie débranchée. Et avec batterie débranchée, lorsque je le mettais en veille, il ne sortait plus de veille. Donc il y avait une relation entre notre problème et la mise en veille. Et là, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant à apprendre sur ces machines-là. Comment marche la mise en veille? Allez, on le rallume. La manière dont la mise en veille fonctionne, c'est que ici et ici, sur le côté, il y a deux capteurs qui s'appellent des capteurs à effet Hall, qui servent à mesurer le magnétisme. Donc si si un aimant s'approche d'eux, ils vont s'activer et envoyer un signal au SMC pour dire que l'ordinateur est fermé. Il y a deux aimants aussi qui se trouvent ici dans le châssis. Et lorsque on ferme le châssis, bah, les deux aimants s'approchent des capteurs. Et c'est à ce moment-là que le SMC reçoit l'information que le châssis est fermé. Pourquoi il y a deux aimants? Parce que si j'approche un aimant, l'idée c'est que si j'approche un seul aimant, ça ne suffit pas à fermer, à déclarer que le châssis est fermé. Si j'en approche deux, hop là. Si j'en approche deux, le châssis, ça simule le fait que le châssis est fermé. L'idée, c'est que les ingénieurs Apple ne veulent pas que l'ordinateur se mette en veille dès qu'il y a un aimant qui est proche. Il faut qu'il y en ait deux pour que le SMC comprenne que le châssis est fermé. On remarque aussi, mais ça je ne le savais pas au début, c'est un comportement que je ne me suis pas amusé à étudier avant, je me suis amusé à étudier après. Si j'enlève un aimant, ça ne suffit pas à faire comprendre que le châssis est ouvert. Si j'enlève les deux, le châssis est déclaré ouvert. Donc, hop là, un seul aimant, deux aimants, il se met en veille. J'en retire un, il sort pas de veille. J'en retire deux, il sort de veille. Alors, je rappelle que je ne savais pas ce comportement au début. Mais j'ai continué à essayer de comprendre ce qui se passait. En revanche, je savais qu'il y avait des capteurs ici et je savais que c'était déclenché par le champ magnétique. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que je me suis amusé à approcher un aimant de ce côté-là, quand l'ordinateur était allumé, et il ne se passait rien. Je me suis amusé à approcher un aimant de ce côté-là, et là ce qui se passait, c'était que l'ordinateur se mettait en veille. Donc avec un seul aimant d'un seul côté, l'ordinateur se mettait en veille. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre d'où venait le problème. Tout se passait comme si l'aimant de ce côté-là, le capteur de ce côté-là, était constamment en train de dire au SMC que il y a un champ magnétique de ce côté. Et donc, avec un seul aimant à droite, je pouvais déclencher la veille. Donc après ça, il a fallu évidemment confirmer le diagnostic. C'est-à-dire aller m'assurer que ces signaux-là
était envoyé conformément à ce que je pensais qu'il se passait. Donc on retourne sous le schéma et on va chercher où se trouvent ces histoires de capteurs. Alors, SMC. Voilà, il y a deux signaux qui vont au SMC, qui s'appellent SMC lead left et SMC lead right, qui correspondent au, bon, si on traduit en français, c'est SMC capot de gauche et SMC capot de droite. Il y a aussi ici deux autres signaux qui s'appellent Hall Sensor Left et Hall Sensor Right. Alors, justement, Hall Sensor Left et Hall Sensor Right, ce sont les signaux qui, eux, viennent du capteur. Donc, ils viennent des capteurs, ils passent à travers cette résistance, et ensuite, ils sont envoyés au SMC. Ils sont aussi envoyés ici, alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, c'est une porte OU, qui fait que si... Donc, c'est une porte OU, donc ça veut dire elle va envoyer un signal haut si elle reçoit au moins un signal haut ici ou là. C'est-à-dire que si un seul capteur déclenche que le capot est fermé, qu'il y a un champ magnétique, ça ne va pas suffire à déclencher un signal ici. Je vais m'expliquer un petit peu après. Mais en tout cas, en cherchant dans le schéma, j'ai pu trouver ces deux trucs-là qui correspondent à peu près à l'indication que le capot est fermé. Il fallait juste comprendre comment ça fonctionnait. Alors, on va voir où ils sont. Alors, Hall Sensor Left, ça vient d'où? On voit que ça vient de ce truc-là, qui est mon capteur qui se trouve à gauche de la carte mère, ou plutôt à gauche de l'appareil. Et puis Hall Sensor Right, ça vient d'où? Ça vient ici de J6600. Alors J6600, si vous regardez, ça se trouve sur l'autre côté de la carte mère, et en fait c'est relié au capot par le flex audio. Le flex pour brancher le microphone, pour brancher les écouteurs. Voilà. Et moi, il y avait besoin que j'étudie le comportement, donc pour savoir un petit peu ce qui se passe quand on approche un aimant de l'appareil, quels signaux sont envoyés. Donc on va repasser ici en vue de dessus. Alors donc là c'est trop petit, vous voyez pas, mais donc Hall Sensor Right, il vient par ici. Donc ça c'est le flex qui part là et il arrive comment ça s'appelle? Au port jack ici, dans lequel on branche l'écouteur. Et puis apparemment, il y a aussi un Hall Sensor qui se trouve à cet endroit-là pour mesurer la présence ou non d'un champ magnétique. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé tirer... Alors là ici, on va passer sous le microscope. Donc voilà mon connecteur. Sous le connecteur, il y a mon signal qui arrive, mais le problème c'est qu'évidemment quand le connecteur est branché, moi je ne peux pas l'atteindre, hein. Donc ce qu'il a fallu faire, c'était à cet endroit-là, je vais éteindre la machine.
hop là, je débranche ça, je vous montre. Ce qu'il a fallu faire, c'était voilà, à cet endroit-là, qui est Hall Sensor Right, c'est ce pin-là. Il a fallu que j'aille souder hop là, souder un câble ici qui est relié à une petite plaque qui va me permettre de mesurer la tension pendant que la machine est en train de fonctionner et que le connecteur est branché. Parce que comme quand le connecteur est branché, je n'ai pas du tout accès à ça. Donc, j'ai branché, j'ai soudé mon câble, j'ai allumé la machine. Donc sur alimentation seule, hein, puisque je ne pouvais pas l'allumer quand elle était sur batterie. Et j'ai mesuré que quand le châssis est ouvert, j'ai 3,4 volts sur cette ligne Hall Sensor Right, et puis quand le châssis est fermé, j'ai 0 volts sur cette ligne. J'ai ensuite vérifié pareil en approchant un aimant. Quand je n'approche pas d'aimant, j'ai bien 3,4 volts. Donc toujours machine ouverte, allumée. Je n'approche pas d'aimant, j'ai 3,4 volts. J'approche un aimant, la machine se met en veille et j'ai 0 volts ici. Donc là, j'en déduis que la manière dont ces trucs-là fonctionnent, c'est que pas de champ magnétique, 3,4 volts. Champ magnétique, 0 volts. Et après, bah, je suis allé faire pareil avec l'autre Hall Sensor. Donc on va repasser sous le schéma. Donc le Hall Sensor Left, qui se trouve là. Donc il se trouve de l'autre côté de la carte mère. Et j'ai fait pareil. Je suis allé brancher un câble ici. Et je suis allé brancher un câble ici. Ici, c'est PP3V3G3 Hot. Donc, j'ai branché un câble ici et ici, donc branché soudé. Et je suis allé mesurer ce qui se passe en fonctionnement. Et en fonctionnement, j'ai mesuré qu'à cet endroit-là, j'ai 3,3 volts, qui correspond bien à mon PP3V3G3 Hot, mais qu'en revanche, à cet endroit-là, j'ai 0 volts dans toutes les situations, que la machine soit fermée ou ouverte. Et donc, c'est là que j'ai pu en déduire. C'est là que j'ai pu confirmer le diagnostic, qui est que le Hall Sensor Left ne fonctionne pas. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc je ne vais pas faire ça sur celui-là, je vais vous montrer sur une autre carte. Voilà. Voilà, donc sur une autre carte, vous avez, ça c'est le Hall Sensor, c'est une petite puce qui est soudée à cet endroit-là et qui ensuite communique avec la carte mère. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai retiré cette puce sur une carte donneuse et je l'ai mise sur ma carte qui ne fonctionnait pas. Et une fois que ce problème était réglé, une fois le remplacement de la puce fait, la machine marchait complètement normalement. Et donc, c'est assez intéressant parce que je vois pas trop le rapport entre le fait que la batterie soit branchée ou non, mais ce que ça m'a indiqué et ce que ça m'a appris, c'est que lorsque le comportement sur batterie seule ou bien sur batterie plus ou sur alimentation seule n'est pas le même
le SMC n'est pas programmé pour réagir de la même manière. Apparemment, lorsque la batterie est branchée, le SMC est programmé pour ne pas laisser la machine s'allumer si un des Hall sensors est constamment activé. Voilà. Alors, je pense que ça doit être ça, ou alors c'est autre chose. Mais en tout cas, le comportement observé, c'est celui-là. Donc, c'était tout simplement un capteur de champ magnétique qui était mort et qui empêchait la machine de s'allumer complètement. Alors, je vais aller leur rapporter maintenant. J'espère que la cliente sera contente, puisqu'on lui avait dit qu'il fallait changer de machine et qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc, j'espère que cette procédure de diagnostic vous a intéressé et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine.